Il se trouve à la... S'il vous plaît, monsieur. On ne parle plus, c'est Francis. Bonjour à tous. Je m'excuse pour cette petite introduction parce qu'il y a des candidats qui parlent sans arrêt et qui parlent d'eux alors que ce n'est pas forcément la chose la plus intéressante. Je donnerai la parole quand il le faudra et j'attends qu'ils puissent avoir la parole pour s'exprimer. Nous sommes aujourd'hui, les amis, en train de pouvoir envisager l'étape finale du parcours d'un candidat qui passe son mémoire du mémoire à la fois du candidat du DSCG ou du candidat à la fois du DEC. Cette soutenance, normalement, pour moi, ne devrait pas être l'élément déterminant pour donner la note à un candidat qui passe le mémoire. Pour moi, la soutenance sur 80 points, puisque pour moi, le mémoire, c'est 80 points, c'est la même chose au niveau importance, peut-être pas la même importance, mais ça a une importance plus grande au niveau du DSCG, mais ça n'empêche pas que, personnellement, j'avais proposé un barème pour le DEC du mémoire, dans lequel, sur 80 points, j'avais fait un barème volontairement sur 80 points, avec différents paramètres, dans lequel la rédaction du mémoire représentait 48 points sur 80 et la soutenance 32 points. J'ai malheureusement la conviction que le barème proposé actuellement pour le mémoire facilite plus la soutenance que le mémoire. Et pour cela, j'ai plusieurs arguments. Le premier argument, qui malheureusement a été vérifié par mes 562 présences lors d'un jury officiel du DEC, et j'ajoute les centaines de présences pour un jury des SCG et des centaines de présences pour l'UV13 du DCG, où j'étais président des relations professionnelles de mon académie en DSCG UV7 et en DCG UV13 pendant une bonne dizaine d'années. Donc, je revendique une certaine expérience. Alors, le premier point sur lequel j'ai des doutes, et je le dis tel que je le pense, c'est que certains examinateurs, pas toujours bienveillants, ne lisent pas le mémoire, ne lisent pas le dossier correctement et se contentent de lire de manière rapide avec la note de synthèse que seul un mémoire du DEC le demande. Cette note de synthèse, pour moi, je le dis, c'est une note pour les feignants. C'est une note, en effet, pour permettre de voir rapidement ce que veut dire le candidat dans son mémoire. Il y en a qui se contentent de ça. Et ça se sent. Parce que les questions qu'il vous pose, ce sont des questions d'ordre général que n'importe qui, personnellement, avec le thème du mémoire, peut vous poser 30 questions sans avoir lu le mémoire. C'est normal, par mon expérience. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que certains examinateurs lisent en diagonale. Et ça aussi, c'est un inconvénient. Parce que malheureusement, il y a des éléments forts qui n'ont pas été révélés dans ce mémoire. Et je voudrais aussi dire qu'il y a également des choses à mettre en évidence, c'est l'attitude devant vous de certains examinateurs. Je rappelle, et ça c'est quand même hyper important, je rappelle que le non-verbal, qu'on appelle également sous un terme scientifique allergologie, A2LER, allergologie, est fondamental quand vous regardez le jury.
Et vous avez, les amis, des comportements non verbaux qui sont déstabilisants. Il faut éviter d'apporter trop d'importance à un jury qui regarde le plafond, qui regarde la gauche et qui vous donne l'impression de ne pas écouter. Certains s'amusent de cette attitude pour tenter de déstabiliser et voir la force pratique du candidat. Alors, apprenez à dominer ce non-verbal. Donc, les inconvénients que je viens de citer sont encore présents dans les jurys qui ont été les derniers de 2025. Et chaque année, chaque session, je déplore la même chose. Certains membres du jury n'ont pas leur place dans ces jurys par la négligence qu'ils portent et qui ne respectent pas le travail de plusieurs centaines d'heures des candidats. Cette épreuve nécessite une intervention bien huilée qui doit respecter les 10 minutes. Vous êtes dans la salle d'attente pour passer votre épreuve, que ce soit une épreuve en présentiel à Paris ou une épreuve à distance à travers le rectorat ou à travers le bâtiment proposé par nos amis du Bénin dans leur capitale Cotonou, qui nous offre pour nos amis africains l'occasion de passer à distance et qui sont quand même appréciés pour éviter des frais de déplacement. Mais le fait que vous allez avec moi faire plusieurs séances à distance pour la répétition de vos soutenances, vous aurez indiscutablement l'expérience de passer à distance et c'est un avantage pour vous par rapport à ceux qui n'auront pas eu cette expérience de passer à distance. Quel que soit l'endroit ou quelle que soit la forme, il y a des règles à respecter. Tout d'abord, on va imaginer la règle présentielle. Vous êtes dans une salle d'attente, aussi bien en présentiel qu'en distance, et vous devez répéter les conseils que je ne cesse de vous donner au niveau de la respiration que je vous donne pour chaque séance UV1, UV2 et chaque séance comme celle d'aujourd'hui que je vous répéterai tout à l'heure pour l'UV3, c'est-à-dire le mémoire, vous aurez des rappels pour faire baisser votre fréquence cardiaque et en même temps faire baisser votre stress, votre transpiration. J'en passe et des meilleurs. Tout cela est hyper important et doit être utilisé à bon escient pendant la salle d'attente avec discrétion en mettant la main sur votre bouche pour faire les exercices qui sont rapides et répéter 3 fois et le faire plusieurs fois dans la salle d'attente sans être à la risée de ceux qui sont autour de vous et qui vont se demander ce que vous êtes en train de faire. Mais ne soyez pas, je dirais, cristallisé par la présence d'autres collègues qui passent comme vous et qui sont aussi stressés que vous. Vous avez la chance de faire une méthode qui va faire baisser votre fréquence cardiaque et qui va vous rendre plus à l'aise devant le jury. L'appariteur vient vous chercher. Monsieur X, s'il vous plaît, vous pouvez venir. Et l'appariteur, vous êtes à Arcueil dans cette hypothèse-là, et vous avez donc une salle d'attente qui est proche d'une grande salle à Arcueil, ou c'est peut-être pas forcément à Arcueil que vous allez passer, parce qu'à Arcueil, au mois de mai, il y a trop de monde, et vous allez passer dans un autre endroit.
que ce sera peut-être plus agréable. Parce que Arcueil, quand vous passez à Arcueil, c'est surtout en novembre, vous passez dans une grande salle où sont réalisées les épreuves écrites, mais dans la grande salle, vous n'êtes pas seul. Et répartis en gros 8 jurys du DEC en même temps. Vous imaginez, une grande salle, c'est bien, mais quand vous parlez normalement, dans une grande salle, tout le monde l'entend. Alors vous imaginez les difficultés que cela peut provoquer dans une grande salle. Alors je crois qu'en mois de mai, vous aurez la chance d'être dans des box, dans cette... ça doit être, je ne sais plus si c'est au Kremlin, j'en sais rien. Bon bref, je ne me rappelle plus, mais je sais qu'il y a des éléments qui sont différents de l'Arcueil. Et au mois de mai, on passe dans un autre endroit qu'Arcueil, sauf que quelques jours, il y en a qui passent à Arcueil parce que ça coûte cher pour le ministère de louer des salles. Donc, Arcueil, ça ne lui coûte rien parce que ça appartient au ministère. Alors, il y a des jours où il n'y a pas d'examen vraiment. Et là, certains candidats sont convoqués certains jours à Arcueil et d'autres où il y a beaucoup d'examens écrits et les salles ne sont pas disponibles, sont convoqués ailleurs. Donc, à vous de faire attention à l'endroit que vous recevrez pour votre convocation. Alors, vous arrivez devant le jury et vous avez à peu près 1 mètre qui vous sépare par une table du jury. Donc, vous allez arriver devant le jury et votre façon de vous présenter sera forcément évidente. Vous dites, il y a une dame et un monsieur, vous dites bonjour madame, bonjour monsieur. Le jury, l'un des deux qui joue indirectement le rôle de président, a priori, c'est celui qui vous a agréé, qui vous demande de vous asseoir. Ça, c'est la première chose. Et vous, une fois que vous êtes assis, il va vous demander éventuellement, même si l'appariteur a fait le nécessaire pour vérifier votre carte d'identité, il va vous demander votre convocation et certains cas vont vous demander également votre carte d'identité. Vous le remettez et puis il va vous dire, ben, madame, monsieur, vous connaissez les épreuves, vous avez 10 minutes pour vous présenter. Alors moi, pour le mémoire, je demande toujours à mes candidats de faire un diaporama de présentation avec un nombre de slides limité autour de 10 la plupart du temps. Ce slide doit accompagner votre exposé que je vais donc simuler et après je reviendrai sur l'intérêt du diaporama accompagnant votre exposé. Et si ce diaporama, vous le présentez sous forme numérique avec votre micro portable que vous avez apporté, vous devez, avant toute chose, demander au jury, avant de commencer votre exposé, l'autorisation de pouvoir utiliser votre micro portable. Le jury national l'a précisé que c'était une possibilité et que, en finale, les commissions ne doivent pas refuser cette demande. Mais moi, je conseille toujours, pour des raisons techniques qui peuvent survenir, je conseille toujours à mes candidats de faire un diaporama sous forme écrite, en soignant l'esthétique, en mettant, pour éviter d'avoir trop de feuilles, 2 slides par feuille, ce qui évite d'avoir 10 feuilles. Si vous faites recto verso avec une belle présentation de votre diaporama relié et que le jury peut tourner les pages pour voir sur 5 pages ou 3 pages, si vous avez recto verso, vous imaginez, sur une première page, vous avez déjà 4 slides. Sur une deuxième page, vous avez 4 slides, ça fait 2 pages. Et sur une troisième page, vous avez 2 slides. Donc, ça donne un volume beaucoup plus facile à gérer
pour le jury. Ça, c'est ce que je vous conseille dans un premier temps. Puis, on verra après qu'il y a un autre document que certains peuvent aussi présenter avec l'aide d'une grande spécialiste de cette présentation de brochure. C'est Madame Misa, le mémorialista avec qui je travaille et qui est la grande spécialiste pour vous aider à présenter en dehors du diaporama un autre document que j'expliquerai après. Alors, comment bâtir votre exposé? Je vais donc simuler comme si j'étais candidat. Bonjour madame, bonjour monsieur, je suis Francis Tison, je viens des Hauts-de-France et je travaille dans un cabinet traditionnel depuis une vingtaine d'années. J'aimerais dans un premier temps vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce thème. En effet, dans mon portefeuille client, j'ai plusieurs dossiers qui m'ont orienté vers ce thème. Donc, vous l'avez vu à travers les cas que j'ai évoqués dans mon mémoire, sont des cas réels pour lesquels, bien sûr, j'ai respecté le RGPD, mais qui m'ont servi à pouvoir vous présenter ce projet de mémoire. Pourquoi j'ai fait ce mémoire? Justement par rapport à des demandes de candidats qui m'ont été souvent l'occasion d'être demandeur sur le thème que j'évoque aujourd'hui. Ce mémoire, je ne l'ai pas fait pour les dirigeants. Ce mémoire, je l'ai fait pour le lecteur prioritaire qui est l'expert comptable et aujourd'hui, madame, monsieur, votre présence aujourd'hui et votre rôle dans la décision de cet examen. Et pour répondre à des attentes d'experts comptables, j'ai réservé 3 moments forts pour ce mémoire. J'ai réservé un moment fort aux apports scientifiques, c'est-à-dire j'ai effectué pour la rédaction de ce mémoire de nombreuses recherches au niveau des techniques d'aujourd'hui, que ce soit les alertes au niveau Google et l'intelligence artificielle, qui m'a permis d'avoir des atouts intéressants et des idées nouvelles que j'ai tenté de vous apporter. Les apports scientifiques sont en majeure partie présents dans ma première partie du mémoire. Cette première partie n'est pas exclusivement réservée aux apports techniques, car elle veut valoriser le rôle à venir de l'expert comptable, mais il est évident que malgré toute la bonne volonté d'un candidat, on ne peut pas éviter dans la première partie d'être un peu descriptif. Je sais que le jury d'un DEC exige que l'aspect construction soit prépondérant, mais on ne peut pas évoquer un thème sans évoquer le décor de ce thème. C'est pourquoi je concède, comme beaucoup de candidats, je suppose, que la première partie soit un peu descriptive. J'ai tenté de réduire au maximum cette description. Ensuite, j'ai apporté dans les parties de mon mémoire le deuxième apport important, c'est les apports techniques du mémoire. En effet, j'ai développé dans la deuxième partie de mon mémoire, en grande partie, des outils, madame, monsieur, susceptibles d'être utilisés par des collaborateurs d'un cabinet comptable. Car quand je dis apport technique, ce n'est pas des apports réservés à la direction. C'est des apports que je revendique être capables d'être utilisés par l'ensemble des collaborateurs. Donc, dans cette partie du mémoire numéro 2, j'ai développé un certain nombre de propositions d'outils, alimenté ces outils également par des annexes sur lesquelles je reviendrai particulièrement. J'ai réservé
la troisième partie, particulièrement avec des apports majoritairement professionnels pour la troisième partie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me suis permis, et là j'avoue que cette permission peut heurter, je me suis permis de faire des propositions de changement de stratégie pour la direction du cabinet à travers mon étude. Je propose des circuits d'information, je propose une stratégie de communication, je propose un certain nombre d'outils directionnels susceptibles d'intéresser non plus le collaborateur en général du cabinet, mais la direction du cabinet, ses apports professionnels. Et j'ai développé un certain nombre de stratégies de communication, un certain nombre de conseils nouveaux à mettre dans votre catalogue d'intervention et l'importance du site Internet pour un cabinet comptable. Mais voyez-vous, dans cette présentation luminaire que je suis en train de faire pour mon mémoire, j'aimerais rappeler qu'un mémoire, madame, monsieur, doit répondre à trois objectifs que j'ai tenté, que je tenterai, si vous le permettez, de faire au cours de nos échanges. C'est tout d'abord qu'un mémoire doit servir la profession. Je pense honnêtement, sans prétention, que le thème que j'ai proposé ce matin est tout à fait un apport intéressant pour la profession et correspond aux évolutions que prône le Conseil national des experts comptables pour développer de nouveaux conseils. Ça, c'est le premier objectif d'un mémoire. Le deuxième objectif d'un mémoire, c'est faire des apports concrets, c'est-à-dire des apports mesurables, avec des outils, et je dis bien avec des outils adaptés à ces apports concrets. En effet, faire des apports sans donner des outils susceptibles de favoriser pour le lecteur expert comptable les propositions effectuées dans un mémoire, cela ne servirait à rien. J'insiste sur l'importance des outils et des apports concrets pour le mémoire. Le troisième objectif, c'est que le travail effectué par le mémorialiste que je suis soit démontré être rentable par ou pour le cabinet. La rentabilité n'est pas un gros mot, au contraire. C'est un mot fort pour notre métier, car nous devons développer la rentabilité pour nos clients, mais nous sommes aussi, nous, en tant qu'experts comptables, une entreprise. Et la rentabilité est forcément nécessaire. Et pour cela, notre cabinet a une comptabilité analytique très satisfaisante qui nous permet de mesurer le prix de revient concret de nos interventions et de pouvoir mesurer de manière tout à fait évidente et claire la rentabilité de nos actions et de pouvoir, grâce à cette comptabilité analytique, de pouvoir fixer des honoraires tout à fait honnêtes, convenables, mais qui récompensent nos apports, qui récompensent nos compétences. Plus le grade d'intervention nécessite des technicités de haute valeur, plus, bien sûr, le prix de vente de l'intervenant est élevé. On n'a pas le même prix entre l'intervenant, bien sûr, expert comptable, et le même prix pour l'intervenant, collaborateur, assistant. C'est évident. En conséquence, tout au long de ce mémoire, j'ai tenté de respecter les grandes règles d'un mémoire qui doit être aussi un instrument de recherche améliorant les informations du lecteur expert comptable, mais un instrument pratique pouvant être rapidement mis en place par les procédures développées par le candidat. Je voudrais confirmer tous ces objectifs, madame, monsieur,
par nos échanges et je tenais à vous dire combien j'ai été sensible à votre écoute et je reste bien sûr disponible pour poursuivre et vous apporter les précisions nécessaires à travers nos échanges. Madame, merci beaucoup. Monsieur, merci beaucoup de votre attention. Alors, voyez-vous, j'ai fait une présentation sans avoir de thème dans ma tête. Mais au fur et à mesure, dimanche prochain, si le nombre de personnes est suffisant, je réserverai pour les mémorialistes présents, mais là, il n'y en a pas un nombre impressionnant qui passe, à part bienvenue, qui passe l'examen. C'est ça qui est surprenant parce que, figurez-vous, il y a deux candidates qui ont abandonné vendredi le dépôt de leur mémoire à la dernière minute. Elles n'arrivaient pas à enregistrer leur mémoire, elles n'avaient pas confiance, alors que moi elles avaient travaillé un peu trop tardivement, et deux candidates, et puis il y en a un qui a déposé mais qui n'est pas là ce matin. Donc je n'ai pas beaucoup de candidats qui ont finalement décidé de déposer au mois de mai parce qu'ils ne se sentaient pas dans la forme nécessaire. Ils ont abandonné vendredi après-midi. C'est assez exceptionnel. Bon, ça n'empêche pas que la quantité n'est pas forcément la seule chose intéressante. Il y a la qualité des candidats qui me permettront de pouvoir faire un travail de grande qualité la semaine prochaine ou au cours de la semaine. Si au cours de la semaine, les candidats mémorialistes prennent des contacts avec moi, je ferai à travers leur mémoire une présentation de 10 minutes qui correspondra alors vraiment à leur mémoire et au thème qu'ils ont présenté. J'aimerais maintenant vous dire que dans vos échanges, vous devez faire preuve à la fois de détermination, mais d'humilité. C'est-à-dire qu'il y a quelquefois des questions qui vous mettent en difficulté. Il ne faut pas faire apparaître votre indécision. Il faut rester, je dirais, maître de cette affirmation dans la mesure où, au fond de vous-même, tout en respectant bien sûr le jury, que vous pensez, parce que quelquefois, il y a des feintes qui sont organisées par certains examinateurs pour vraiment mesurer que vous êtes sûr de vous. Parce que quelquefois, il y a des questions qui peuvent provoquer, moi, je le faisais quelquefois, un doute. Par exemple, vous avez écrit ça, monsieur, dans la page 18. Vous êtes sûr vraiment? Alors là, c'est là où on voit la réaction du candidat sur son assurance. D'abord au niveau de sa compétence et son assurance au niveau de son aisance vis-à-vis devant un client. Parce que nous, en tant que jury, on doit imaginer le candidat devant un client. Est-ce que ce candidat qui est devant nous est susceptible de remplir la mission d'expert comptable devant un client? Si vous commencez à paniquer devant cette affirmation que je viens de dire, est-ce que vous êtes sûr de ça? Et on voit que vous paniquez parce que vous avez un doute dans l'esprit, alors que normalement, si vous êtes sûr de vous, vous n'allez pas avoir de doute. On considère que vous n'êtes pas prêt pour être expert comptable. Voilà le pourquoi de certaines décisions qui peuvent vous surprendre en ayant l'impression que vous avez fait un bon mémoire, mais que vous avez pris. Et c'est là où, en définitive, vous constatez que si les gens utilisaient le barème sur 80 points que j'ai mis en place et que je le referai, vous présenter encore pour montrer l'intérêt de ce barème, une hésitation ne peut pas, avec un barème comme celui-là, vous faire perdre le mémoire. Par contre, s'il n'y a pas de barème très détaillé, cette hésitation va occuper dans la décision du jury une place prépondérante qui va, je dirais, aboutir à une note inférieure à la moyenne. Alors que vous avez passé plusieurs centaines d'heures sur la rédaction du mémoire, qui aurait dû avoir une note sur 48 points, et quand même normal de privilégier les centaines d'heures par rapport à l'heure de la soutenance. Mais il y en a, comme ils n'ont pas lu le mémoire, ils ne recherchent
la note qu'à travers une soutenance d'une heure. Et moi, j'ai vu des choses terribles. J'ai vu un jour une candidate du Cameroun qui avait plus de 200 fautes. J'ai dit bien plus de 200 fautes d'orthographe. Et qui a quand même, et moi j'étais pris au vu parce qu'elle m'a sollicité uniquement pour la soutenance. Elle me dit, monsieur, est-ce que vous pouvez m'aider à préparer ma soutenance? Quand j'ai vu le nombre de fautes, je lui ai d'abord conseillé, écoute, on va reprendre ton mémoire et on va corriger toutes les fautes et tu vas faire 2 clés USB que tu vas prendre avec toi, mais tu vas pas les remettre tout de suite au jury. Tu vas attendre ce que le jury va te dire. Si le jury fait bien ton boulot, il va voir le nombre de fautes incalculables que tu as fait en orthographe et il va te dire mais c'est pas possible. Et là, tu vas sortir tes 2 clés USB et que tu vas forcément tenter, grâce à ces 2 clés USB, de couper la mauvaise impression qu'ils ont eue de ton mémoire. Tout était organisé dans ce sens-là. J'ai organisé avec elle le même schéma que j'ai fait avec vous. Et là, bien sûr, je l'ai fait par rapport à son thème. La soutenance de 10 minutes avait été réalisée par cette candidate au moins 10 fois avec moi. Cette candidate arrive devant le jury. Le jury était sympathique à première vue. Il lui demande de commencer son exposé. Elle fait son exposé à la Francis Tison. Au bout de 10 minutes, le jury dit c'est très bien, madame, on a vu vraiment votre exposé. On va vous parler un peu du Cameroun. Vous allez nous parler du Cameroun un peu sur le plan économique et vous allez nous parler de l'ordre des experts comptables du Cameroun, etc., etc. Ils sont presque pas revenus sur son mémoire. Ils lui ont demandé de parler un peu des difficultés que rencontrent les experts comptables au Cameroun par rapport aux fiscalistes qui sont priorisés par rapport au gouvernement, puisque parmi les fiscalistes, il y a beaucoup d'anciens inspecteurs des impôts qui ont repris une activité libérale après leur retraite et qui font la loi au Cameroun. Ce sont les experts fiscalistes qui passent aux yeux du pouvoir public avant les experts comptables. Par exemple, les experts comptables n'ont pas le droit de faire la déclaration fiscale. C'est réservé aux fiscalistes. Vous imaginez cela en France? Alors là, elle a expliqué tout ça, parce que moi, j'en avais parlé avec elle aussi, hein, au cours de ma préparation, puisque je connaissais les problèmes du Cameroun, donc je l'avais évoqué. Eh bien, cette dame est restée 40 minutes. On n'a pas parlé des 218 fautes de son mémoire. Elle a eu 14 au mémoire. Voilà pour justifier le fait que, dans certaines circonstances, on dit Francis Tison est toujours en train de râler. Mais quand vous avez un mémoire qui a été déposé en bibliothèque avec un 14 et qui a 218 fautes d'orthographe, vous croyez que le lecteur qui va s'accaparer de ce mémoire va avoir une bonne idée de l'expert comptable qui est en bibliothèque avec autant de fautes d'orthographe? C'est pas croyable. Et c'est pourtant vrai. Voilà pourquoi je dis que il faut être, je dirais, précautionneux et se dire que le jury le plus compétent, c'est celui qui arrive avec un mémoire papier qu'il a imprimé lui-même et des postiches un peu partout. C'est celui qui va aller dans votre mémoire à la page 12. Va dire, monsieur, pouvez-vous revenir à la page 12 sur la phrase suivante? Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous avez écrit cela? Ça, c'est un monsieur ou une dame
qui fait sérieusement son travail. Elle revient ensuite à la page 32. Elle vous épuise. Elle vous épuise. Cet examinateur vous épuise. Hein. Mais au moins, vous avez vraiment la conviction que votre mémoire a été épluchée, lue correctement. Par contre, vous avez celui qui pose des questions d'ordre général sur un mémoire dans le thème que je vous expliquais. Moi, je peux faire 50 questions ou 30 questions sans avoir lu un mémoire, rien qu'avec le thème. Je peux poser 30 questions sans avoir lu le mémoire. C'est quand même relativement important de savoir que, a priori, la majorité des examinateurs sont des gens sérieux, je le tiens, de mon expérience à travers 562 fois, mais il y a quand même eu dans ma vie la rencontre avec je dirais, des vedettes, entre guillemets. Moi, j'avais un gars un jour qui avait 26 mémoires dans la même session, 26 mémoires à examiner, et qui finalement, quand il était avec moi, j'avais vraiment l'impression qu'il n'avait pas lu le mémoire. Et je lui ai dit d'ailleurs un jour, il m'a dit oui, je me contente parce que tu te rends compte, 26 mémoires, mais c'est toi qui les as acceptées. Ben oui, c'est moi qui les ai demandées. Parce que grâce à ces, tu vois, j'ai toujours fait ça, grâce à ces indemnités que je touche, ça me permet de passer de très bonnes vacances chaque année. Alors quand on vous entendez un mec qui prend 26 mémoires et qui ne les lit pas correctement, parce que ce même mec-là, il travaille pour les NOS. Et un jour, j'ai eu un candidat dans ma carrière exceptionnelle. J'ai un candidat brillant hein, aujourd'hui, puisqu'il est à la tête d'un cabinet de 50, qui a passé, sans moi, 2 fois le mémoire, qui a échoué, qui a passé une 3e fois le mémoire avec moi, et qui a encore échoué pour une raison qui est assez exceptionnelle. L'un des membres du jury était sourd depuis sa naissance d'une manière impressionnante. Il était de ma région, je le connaissais. Il était vraiment sourd. Et quand il arrivait à une réunion, on avait l'impression que c'était un scaphandrier. Il avait des appareils partout. À l'époque, on n'avait pas les mêmes technicités d'aujourd'hui pour les malentendants. Moi, je suis malentendant. Normalement, j'ai des petits appareils que je mets, mais là, je ne les mets pas parce que je suis un malentendant débutant. Vu mon âge, j'ai besoin d'appareils, surtout quand je suis en réunion de groupe, que tout le monde parle, j'ai quelquefois des difficultés à tout comprendre. Donc, je suis un malentendant débutant. Donc, normalement, tout à l'heure, je vais sortir, je vais mettre mes petits appareils qu'on ne voit pas beaucoup. Moi, c'est des appareils que je mets au fond de mes tympans et on ne les voit pas beaucoup. Mais ça me permet d'avoir une compréhension quand on est en réunion, ce sera le cas cet après-midi. Alors, je voulais vous dire qu'il a été interrogé par un monsieur totalement sourd, vraiment sourd même avec ses appareils, et qui comprenait un mot sur 3. Et malheureusement, ce monsieur, c'est lui qui a fait le rapport. Et ce candidat qui était tout à fait valable pour un mémoire, il a eu 8. Et parmi ces 2 membres, il y avait ce monsieur sourd, puis il y avait l'autre membre là, de l'NOS qui avait les 26 mémoires, c'est-à-dire, c'était pas la même session, mais le gars auquel j'avais été partenaire, qui avait 26 mémoires, il était aussi donc dans le groupe avec ce monsieur sourd. Et le candidat en a eu marre d'être échoué 3 fois. Il a dit, Francis, est-ce que tu me permets d'aller voir un autre formateur pour savoir pourquoi j'ai eu cette mauvaise note encore? Je lui fais ce que tu veux, c'est toi. Moi, ça ne me regarde pas. Tu verras si l'autre formateur t'apporte plus. Donc, il va à l'NOS. Et alors, chose extraordinaire, on lui dit, attendez, vous allez avoir un professeur qui va vous rencontrer. Et le professeur qu'il rencontre, c'est ce monsieur. Ils se reconnaissent tous les deux. Et le gars lui dit, vous avez eu combien? Je ne me rappelle plus à votre mémoire. J'ai eu 8, monsieur.
On dit, oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis j'étais avec un monsieur qui était sourd. Oh oui, je m'en souviens. Il dit, c'est vrai que j'avais pas lu votre mémoire. Mais il dit vraiment, maintenant, en le parcourant avec vous, là, pendant quelques minutes, je me rends compte que vous auriez dû avoir beaucoup plus, hein. Je suis vraiment désolé. Il dit, si vous voulez, je peux vous accompagner, et là, vous êtes sûr de l'avoir, je vais vous accompagner pour une nouvelle présentation. Le gars a dit, écoutez, vous êtes gentil, mais je ne peux pas accepter ce que vous avez dit, hein. Vous n'avez pas lu mon mémoire, vous imaginez, si tous les membres du jury faisaient comme vous, ben, où on irait vraiment. Vous mesurez pas, monsieur, que c'était ma troisième fois que je présentais mon mémoire. J'ai passé plus de une centaine d'heures. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour être accompagné, puis je pense être accompagné par quelqu'un de sérieux qui a toujours des résultats brillants. Il n'y a que moi qui ai encore échoué dans son groupe cette année. Et le mec, il n'a pas demandé avec qui, heureusement, parce que moi j'avais eu quand même quelques heurts avec vous, avec lui quand il m'a dit qu'il y avait 26 mémoires. Je lui ai dit, mais c'est pas sérieux, mon gars, eh. C'est pas... D'abord, il n'était pas expert comptable, il était que prof agrégé. C'est pas la même chose, hein. Donc, il n'avait pas l'expérience du cabinet, il prenait 26 mémoires. 6 mémoires. Ce qui lui donnait l'occasion de passer de très bonnes vacances, je peux vous le dire, à l'époque où les mémoires étaient rémunérées à l'époque par rapport au montant que je connaissais. Moi, pour 6 mémoires, j'avais des indemnités de 3 000 euros. Vous imaginez, pour 26 mémoires, il avait plus de 10 000 euros. Donc, voyez-vous, il faut être clair et précis sur ces domaines-là. Je voudrais donc vous dire que ce candidat a passé pour une quatrième fois son mémoire et il a été reçu brillamment avec un 16. 13, pour moi, c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, il est sur la Côte d'Opale avec un cabinet de 52 personnes. Il a 3 associés. Il est le président de ce groupe. Il se porte très bien. Il a plus de 40 ans, donc ça veut dire qu'il était encore relativement jeune. Il est venu plusieurs fois à la maison pendant sa préparation. Ma femme sophrologue l'a aidé aussi à se préparer à des soutenances sur le plan de sa nervosité, etc. C'est un garçon que je considère comme l'une de mes principales réussites, mais qui m'a confirmé aussi, qui m'a confirmé cette expérience, m'a confirmé la mauvaise foi de certains examinateurs et le fait de faire du fric en ne respectant pas le candidat, parce qu'on ne respecte pas le candidat en ayant ce comportement que je viens de vous narrer. Je voudrais maintenant évoquer le cas du candidat qui passe pour la deuxième fois après une note qui a été de 9, de 8 ou de 7 en particulier, parce qu'une note inférieure à 6, la plupart des jurys demandent de refaire un nouveau mémoire. Donc, le gars a eu entre 7 et 9, et il se représente, première hypothèse, devant le même jury. Et il se représente de la manière suivante. Bonjour madame, bonjour monsieur, je m'appelle Francis Tison, je viens toujours des Hauts-de-France, et j'ai vraiment le plaisir de vous retrouver car j'ai gardé, malgré la note que vous m'avez attribuée à l'époque, j'ai gardé un excellent souvenir de notre rencontre et j'ai souhaité vous retrouver. En effet, en mai dernier, le 14 mai dernier, j'ai présenté un mémoire où j'avoue que j'ai été capable de vous présenter que 40% de ce que je pensais devoir apporter. Aujourd'hui, je suis venu avec une nouvelle rédaction à laquelle je pense être capable de vous apporter le plus près possible de 60 à 70% de ce qu'on peut attendre au niveau d'une perfection. C'est pourquoi je reviens sur le thème de mon mémoire et je reviens sur le pourquoi de ce thème, etc., etc., etc. C'est-à-dire que vous donnez un grade à la performance que vous avez pensé réaliser avec le même jury et que vous pensez avec la nouvelle rédaction
présenter un pourcentage de réussite sur les 100% qu'on peut attendre d'un mémoire pour avoir 20, vous pensez avoir la possibilité de présenter 50 à 60, de 60 à 70%, c'est-à-dire que vous vous mettez dans une note entre 11 et 13, et même 14, pour situer cette nouvelle présentation avec le même jury. Deuxième hypothèse, vous êtes avec un jury différent, volontairement choisi, parce que le premier jury vous a laissé une impression absolument inconfortable, une solution inconfortable, où il a fait apparaître une animosité impressionnante. Normalement, quand une soutenance se passe mal et que vous avez l'impression d'avoir été matraqué de manière exagérée, vous ne devez pas, vous ne devez pas être silencieux. Qu'est-ce que vous devez faire le jour de la soutenance? Toujours battre le fer pendant qu'il est chaud. Vous devez aller revoir l'appariteur dans la salle d'attente que vous aviez et demander à l'appariteur de pouvoir rencontrer, par rapport à ce que vous venez de vivre, une permanente du siècle. Par exemple, une dame que je connais bien, que j'ai toujours appréciée, Madame Marvilliers, qui est une dame qui s'occupe à fond du DEC et qui est là depuis plus de 20 ans. C'est elle la plus expérimentée de tous les permanents. Vous demandez de la rencontrer et vous expliquez ce qui s'est passé. Par exemple, on vous a critiqué sur un certain nombre de choses. On a dit, par exemple, dans votre pays, il est vrai que vous ne pouvez pas rencontrer cela. Donc, on a un côté racisme en méprisant votre pays. Vous racontez exactement ce qui s'est passé à Madame Marvilliers. Madame Marvilliers va juger l'intérêt de faire une rencontre immédiate avec un représentant du jury national. Ils sont 11 et chaque jour, il y a 2 représentants au minimum du jury national. Bien souvent, il y a la présidente, il y a la secrétaire pédagogique et il y a d'autres membres du jury national aussi convaincants que le président ou la secrétaire pédagogique. On va vous demander de venir dans une autre salle à la rencontre de ce représentant et vous allez réexpliquer ce qui s'est passé. Ce représentant, le jury étant encore présent, va aller à la rencontre de ce jury, va avoir sa version et va en tirer les conséquences au niveau d'un rapport écrit qu'il va vous envoyer. Soit qu'il va relever la note, ou alors, c'est arrivé une fois, il va vous demander, si c'est possible, de repasser en présentiel chez vous, de présenter en présentiel chez vous une nouvelle soutenance avec 2 membres du jury différents. C'est arrivé une fois dans ma carrière. C'est assez exceptionnel. Par contre, voyez-vous, si vous ne faites rien ce jour-là, que vous dites, je vais rentrer à la maison, je vais faire une lettre recommandée au président pour avoir vraiment pour dire tout ce qui s'est passé, etc., etc., vous allez avoir une lettre recommandée, quelques semaines après ou quelques jours après, ça dépend des présidents, vous allez avoir une réponse en disant on a pris bonne note, mais le jury est souverain et on doit confirmer la note. Voilà comment ça se passe par des lettres recommandées. Alors, vous pouvez aussi attaquer le tribunal administratif, mais est-ce que vous avez des preuves? Parce que c'est les propos de l'un par rapport aux propos de l'autre. Tandis que si vous travaillez directement après cette mésaventure, que vous travaillez directement, vous avez 90 chances pour cent de pouvoir obtenir une réponse rapide et beaucoup plus satisfaisante que de faire une lettre recommandée qui est vouée à l'échec, je vous le dis, dans tous les cas de figure, y compris auprès du tribunal administratif. Par contre, si vous faites ce que je vous ai dit là, et que vous avez eu la possibilité de rencontrer un représentant du jury national qui a écouté tout ce que vous avez dit, et que malgré tout, le jury national, malgré après avoir vous écouté,
après avoir été consulté le jury qui est toujours présent et qu'il confirme la mauvaise note qu'on vous a attribuée, là, vous avez des arguments avec cette preuve de rencontre avec le jury national pour expliquer tous les désagréments que vous avez subis. Là, vous avez des arguments pour aller au tribunal administratif. Hein, là, c'est évident. Parce que là, vous avez augmenté vos arguments et surtout les justificatifs de votre désagrément et du côté pénalisant que vous avez vécu lors de cette soutenance. Donc, je vous demande de ne pas avoir peur d'être sur la liste rouge, parce qu'en étant déjà démoli par un jury, vous êtes déjà sur la liste rouge. Alors à quoi ça sert de dire, mais monsieur Tison, si je fais ça, après on va me mettre... Non, il y a des gens intelligents au siècle. Il y a des gens intelligents et qui ne sont pas forcément des gens rancuniers et qui comprennent la décision. Ils ne sont pas tous pareils. Mais faisons confiance quand même à un modèle qui est le nôtre par rapport à notre comportement d'hommes et de femmes, par rapport à des situations comme celle-là. On doit battre le fer pendant qu'il est chaud et n'ayez pas peur d'être sur la liste rouge. C'est des mots qu'on dit quelquefois, mais qui sont totalement débiles. Vous préférez être totalement dévalidé par désabusé par la mauvaise note que vous allez recevoir, alors qu'elle n'est pas méritée par rapport aux mémoires que vous avez fait et par rapport à la soutenance que vous avez tenue, et vous allez faire le jury qui a été désagréable, qui n'a pas forcément lu le mémoire. Et ça, vous pouvez le dire aussi au président de jury, vous dites, moi j'ai vraiment l'impression qu'ils n'ont pas lu le mémoire ni l'un ni l'autre. Ça, vous pouvez le dire. Pourquoi pas? C'est la vérité dans certains cas, c'est même plus que la vérité dans de nombreux cas. Parce que les gens se contentent du minimum. Le gars qui a 26 mémoires, vous nous croyez, je reviens sur lui, parce que là, c'est un cas que j'ai gardé dans ma tête, mais c'était inimaginable. Comment voulez-vous qu'il puisse lire 26 mémoires en 3 semaines? C'est quand même pas possible, il travaille aussi. Donc, d'abord, il va faire les 26 mémoires, donc il y a déjà 26 heures au minimum de prix dans son emploi du temps des 3 semaines. Et puis, il a aussi à lire, mais il peut pas lire, donc il fait n'importe quoi. Hein. Il fait la note de synthèse, il prend trois, quatre idées maîtresses et il pose des questions là-dessus. Troisième hypothèse, c'est le gars qui a eu 10, qui a eu 11 et qui se dit, j'arrive pas à avoir l'UV2 correctement. Si je pouvais gagner 2 points, je pourrais éventuellement avoir plus de chances d'être diplômé. C'est le cas de certaines personnes que nous avons dans notre groupe de cette année. Nous avons 2 candidats qui repassent le mémoire, l'un avec un 10 et l'autre avec un 11, et qui vont repasser le mémoire à cette session de mai 2026. Je prends l'hypothèse du premier candidat, ils sont tous les deux pareils, ils reprennent le même jury. Et je vais me mettre à la place de ces 2 candidats. Madame, monsieur Francis Tison, je suis très heureux de vous rencontrer pour la seconde fois. Je tenais d'abord à vous remercier d'avoir validé mon mémoire lors de ma soutenance le 14 novembre 2025, mais j'ai eu quand même au fond de moi-même l'impression que ce jour-là, je n'avais présenté que 50% de ce que vous attendiez d'un mémoire. D'ailleurs, vous m'avez mis la note de 10. J'ai la prétention aujourd'hui par rapport à la période qui s'est écoulée entre cette dernière soutenance et aujourd'hui, j'ai l'impression que le travail que je vous présente aujourd'hui a l'ambition de représenter au moins 70% de vos attentes. Inutile de vous dire que ma démarche d'aujourd'hui, elle est conditionnée, bien sûr, par la recherche de points supplémentaires, je ne vais pas m'en cacher, mais elle est conditionnée aussi par ma volonté d'apporter plus au lecteur expert comptable et de confirmer par rapport à l'actualisation de certaines parties de mon mémoire l'évolution de ce dossier
et l'intérêt pour le lecteur expert comptable d'avoir des informations nouvelles, actualisées. C'est-à-dire que j'ai considéré que le rôle d'un mémorialiste, c'est de servir la profession, et ma démarche, certes, c'est de servir aussi, je le dis, mais de manière plus modeste, de me servir. Le thème de mon mémoire n'a pas été modifié. Je vous rappelle le pourquoi de ce mémoire, c'est que j'ai éventuellement des clients qui sont concernés par ce projet et le choix de ce thème a été guidé par mon portefeuille client et ainsi de suite. Donc, vous expliquez que vous avez la volonté d'améliorer le contenu de votre mémoire et d'atteindre un pourcentage plus élevé d'informations pertinentes, de, 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 de dossiers complémentaires ou de parties que vous avez totalement corrigées pour mieux correspondre aux objectifs d'un mémoire concret, réaliste, servant la profession, faire des apports et des outils nouveaux et actualisés, et surtout confirmer que le travail que j'ai effectué est rentable pour le cabinet. Deuxième et dernière hypothèse, quatrième hypothèse. Vous avez eu 10 ou 11, mais vous n'avez pas conservé un, une impression très sympathique du jury. Il aurait pu vous mettre davantage. Et vous avez donc décidé, lors de votre inscription, de demander, tout en reprenant votre mémoire, mais quand vous reprenez un mémoire, vous reprenez à zéro. Le mémoire, il peut avoir une note supérieure. C'est évident que si vous prenez le même jury, c'est dans cette optique-là, mais vous risquez, si vous prenez un autre jury, que ce jury soit encore plus sévère que le premier. Ça, c'est à vos risques et périls, hein, je vous le dis tout de suite. Mais moi, je continue quand même. Dans cette hypothèse, vous dites et vous vous présentez de la manière suivante. Bonjour madame, bonjour monsieur, Francis Tison. Je viens des Hauts-de-France. Je vous présente un mémoire sur la création d'entreprise que j'ai en principe validé en 14 novembre 2025 par un jury tout à fait agréable. Mais j'ai voulu changer pour avoir des avis différents et montrer que finalement, à travers les avis d'autres lecteurs, experts comptables et associés et dirigeants de mon cabinet et d'autres commissaires aux comptes avec lesquels j'ai l'occasion de travailler, que ce mémoire était vraiment très bien et j'ai pensé qu'il était possible pour moi de dire que si le mémoire a été jugé à 50% d'un apport parfait d'un mémoire lors de ma première soutenance qui m'a permis d'avoir le 10, ou à 55% qui m'a permis d'avoir le 11, je pense honnêtement à travers l'opinion des uns et des autres, et j'ai apporté aussi une actualisation de ce mémoire, je pense qu'aujourd'hui, le mémoire que j'ai le plaisir de vous représenter peut envisager d'atteindre entre 60 et 70% de la perfection d'un mémoire. C'est pourquoi je reviens sur ce thème et je reviens pour vous évoquer pourquoi j'ai choisi ce thème, quels sont les apports scientifiques, techniques et professionnels, etc., etc. Donc, voyez-vous, je fais tous mes arguments en parlant de pourcentage que j'ai d'un mémoire. Quand vous avez 10, ça veut dire que vous avez apporté que 50% de la perfection. Quand vous avez 13, vous avez apporté 65% de la perfection. Eh bien, vous, quand vous dites que vous revendiquez la possibilité d'apporter 60 à 70%, vous devez démontrer et puis vous devez faire preuve d'une certaine confiance en vous. Vous pouvez dire, vous pouvez le dire dans ce cas-là, quand vous passez pour la deuxième fois. Pour nourrir mes chances d'être plus brillant devant vous, madame, monsieur, je me suis permis de recourir à l'accompagnement d'un coach très connu qui me permet éventuellement d'être préparé, je crois, mieux que la première fois. C'est pourquoi je suis aujourd'hui là devant vous avec l'espoir de pouvoir mieux servir la profession et d'obtenir un complément nécessaire pour peut-être mieux valider mon DEC et d'apporter, je le répète, c'est le rôle d'un expert comptable mémorialiste, d'apporter à la profession tout ce qu'il peut attendre de nos recherches, de nos travaux et des procédures qu'on met en place. Donc le fait d'être accompagné, ça m'a donné
un élément complémentaire. Ce conseil que je donne, c'est pas forcément à travers uniquement moi, ça peut être d'autres formateurs qui sont aussi compétents que moi, beaucoup plus jeunes, donc ils seront là encore dans des années et des années, alors que moi, on sera amené à me dire il a disparu depuis quelque temps. Ça, c'est évident, mais profitez de moi, justement. Encore alors vous allez dire, Francis Tison, il a quand même un âge impressionnant. Il est grand-père, il pourrait même être arrière-grand-père. Et puis, il a encore du dynamisme. Mais comment se fait-il? D'abord, ils ont raison. Je ne fume pas. Je bois très peu. Je bois une bouteille de vin par mois. Je ne fais pas beaucoup de sport, mais je monte souvent mes escaliers. Et quand je vais chercher du pain, maintenant, je prends mon kilomètre et demi, ça fait trois, pour chercher ma baguette le matin très tôt. Ce qui me donne l'occasion de faire un peu d'exercice. Je mange normalement et je me porte très bien et j'ai une taille qui est avec un poids qui me laisse la possibilité de le diminuer sérieusement. Mais j'aimerais faire un peu de publicité pour mon épouse. En effet, bon, les sophrologues, elles m'aident beaucoup à me détendre régulièrement quand je suis très, je dirais, surexcité à travers, par exemple, l'époque de la connaissance des examens. Vous avez vu toutes mes réactions à propos du DEC VAE et même à propos du DEC traditionnel. Il m'est arrivé de faire des remarques. Et ma femme sophrologue me fait, et moi j'ai fait 2 années de sophrologie, mais j'ai pas pu continuer. Et j'adore la sophrologie. Mais ma femme, elle a aujourd'hui un appareil formidable qui s'appelle le PSIO, P-S-I-O. C'est un appareil qui me permet de récupérer, grâce à un appareil qu'on met sur le nez et sur les yeux, qui me permet de récupérer en 8 minutes, comme si j'avais dormi 4 heures. Je prends un exemple que j'ai vendu, ma femme a vendu dans des cabinets Trepsio, dans un même cabinet. Ce qui fait à l'issue d'un déjeuner compris dans leur, euh, dans leur pièce réservée à la cantine du cabinet, le cabinet a acheté dans une pièce 4 psios. Ce qui veut dire que les collaborateurs du cabinet, y compris le directeur, avec ces psios, mettent ces appareils qui sont très faciles à manœuvrer. Vous prenez ça dans un petit coffret. Et moi, quand je pars en vacances, que je prenais encore ma voiture, quand j'avais 1000 kilomètres à faire pour aller à Agde, de Béthune à Agde, arrivé à 500 kilomètres, je m'arrêtais. Ma femme me faisait, je montais, je baissais mon siège, je me mettais comme si j'allais dormir et je mettais l'appareil 8 minutes. Ma femme aussi, puisqu'on avait 2 appareils, ce qui nous permettait de récupérer 4 heures comme si on avait dormi et je redémarrais la route pour les 500 derniers kilomètres. J'ai fait Béthune-Agde. Mon record, c'est 9 heures 2 minutes, y compris l'arrêt pour les toilettes, l'arrêt pour passer la croûte. J'ai mis 9 heures 2 pour faire 1000 kilomètres. J'ai toujours respecté la limite maximale, grâce bien sûr à un stabilisateur de vitesse, mais j'ai été capable, à 77 ans, à l'époque, de faire ces 1000 kilomètres sans être fatigué à l'arrivée. Et le soir, on allait dîner au restaurant et on se couchait à minuit, alors qu'on s'était levé à 5 heures du matin pour partir à 6 heures du matin et d'arriver à 15 heures à Agde et de passer une bonne soirée la première journée. Donc, c'est pour vous dire que je n'avais pas 37 ans à l'époque. Aujourd'hui, ma femme ne veut plus prendre la voiture et nous prenons bien sûr le train ou l'avion. Mais je suis admiratif de l'appareil que je manie régulièrement. Quand l'après-midi, j'ai vraiment besoin de m'endormir, je ne vais pas m'endormir, je prends l'appareil et c'est comme si j'avais dormi, bien sûr, 4 heures. Et mon médecin cardiologue et mon médecin généraliste me dit vraiment, on voit les effets parce que tout est parfait. J'ai encore fait une visite la semaine dernière. Tout est parfait. Et vous voyez, donc, j'ai l'âge d'être un arrière-grand-père. Je suis encore en pleine forme. Vous voyez comment je travaille. Je travaille sans papier, hein, je vous le dis tout de suite. Je peux parler encore pendant 3 heures sur ça. Alors, ce que je vous dis, une chose, c'est que la soutenance, la mémoire, aussi bien ce que je viens de dire
pour le DEC, c'est valable pour le DSCG. J'accompagne tous les candidats de la fiche d'agrément, c'est-à-dire notice, etc., jusqu'à la soutenance, et je fais pour mes candidats qui passent la soutenance, je leur propose autant de soutenances qui me paraissent nécessaires. Il y en a qui, au bout de 10 soutenances, seront totalement prêts, puis il y en a qui ont passé 30 soutenances, c'est-à-dire presque tous les jours. En attendant, et la veille de votre soutenance officielle, je vous propose de vous reprendre. Le matin même de votre soutenance. Certains disent non, Francis, la veille ça va, mais le matin je veux pas. Chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui souhaitent les deux. Il y en a qui passent à 11 heures, qui ont un hôtel à 3 km de l'endroit où ils doivent passer l'examen. Il est évident qu'à 8 heures, ils peuvent encore passer une dernière soutenance. Mais là, pour les dernières soutenances de la veille et de la journée, je ne pose pas de questions. Par contre, pour toutes les soutenances préparatoires, je pose des questions différentes. Et j'attends, bien sûr, de bonnes réponses. Si les réponses que vous me donnez ne sont pas bonnes, parce que tout est en vidéo. Hein. Vous recevez toutes les soutenances blanches en vidéo, avec environ 300 questions par mémoire que je prépare, grâce à l'intelligence artificielle que je nourris, hein, je vous le dis tout de suite. Donc j'ai 300 questions par mémoire, et ces 300 questions sont balayées au cours des soutenances préparatoires. Et inutile de vous dire que si j'ai 10 candidats sur 11 qui ont validé le mémoire, il y a une raison parce que la soutenance a été préparée. Et le candidat qui m'a sollicité, qui pour moi, je le dis franchement, était incapable d'être expert comptable, même par rapport à son mémoire. Mais grâce à la soutenance que je lui ai faite, il l'a répété 10 fois la soutenance. Il a eu 14. Mais comme il était faible, vous savez, c'était le plus faible du groupe, il a eu que 6 en UV2. Mais avec moi, il n'avait pas suivi l'UV2, l'UV1. Il n'avait pas, il y avait un autre formateur, donc je l'ai laissé, il n'est jamais venu le samedi, il est venu que faire des soutenances blanches. Il a eu 14 avec moi, mais il a eu 6 et 8. Il a été reçu grâce à quoi? Grâce à ma soutenance. S'il n'avait pas suivi mes conseils de soutenance, si je n'avais pas fait une soutenance blanche qu'il a répété textuellement, il n'aurait jamais été diplômé. Mais vous croyez que c'est un bon expert comptable? Pas du tout. Il est diplômé, mais par rapport à mes VAE, qui n'ont pas été validés en 2025, c'était un nulard, hein, je vous le dis tout de suite. Alors moi, je ne peux pas admettre qu'on fasse autant d'effets sur le DEC traditionnel, qu'on réserve dans un jury de rapport 9 pages pour le DEC traditionnel et 2 pages pour des candidats DEC, une page, pardon, une demi-page pour des candidats DEC-VAE, dont certains ont des revenus nettement supérieurs à la plupart des examinateurs. Ça veut dire qu'entre nous soit dit, ils ont des compétences parce qu'on ne paye pas des experts comptables non diplômés ou des cadres comptables non diplômés plus de 100 000 euros par an quand ils sont incompétents. J'ai jamais vu, moi. Alors, comment se fait-il que des candidats VAE qui gagnent plus de 100 000 euros par an et qui font des travaux dans des grands groupes ont été reconnus non expérimentés pour répondre aux exigences d'un examinateur qui a une retraite de 35 000 euros et qui essaye d'avoir éventuellement des compléments à travers sa participation au jury du DEC-VAE. Vous croyez qu'un jury, ça doit tenir compte des besoins financiers des jurys ou ça doit tenir compte de la compétence réelle du jury? Je vous laisse choisir entre le fait de rendre service à des gens qui ont des faibles retraites ou de rendre service à des gens qui ont de grandes valeurs, je dirais, techniques et de grandes valeurs vécues à travers leur vécu et qui ont aujourd'hui des revenus qui ne dépendent pas de leur vacation, qu'ils acceptent malgré tout, mais qui ont déjà largement, à travers leurs compétences, des revenus suffisants. Mais dans le groupe de DEC-VAE, vous avez des gens à qui on rend service parce que leur retraite est insuffisante et on les convoque, et ça je le sais, on les convoque à ces jurys par rapport à des besoins financiers et non pas par rapport. Parce que s'ils ont de petites retraites, les amis, soyons clairs, par rapport au système de retraite, ça veut dire qu'ils ont cotisé sur de faibles revenus. S'ils ont cotisé sur de faibles revenus,
ça veut dire qu'ils n'étaient pas aussi compétents que ça. S'ils étaient compétents, ils auraient eu des revenus nettement supérieurs. Moi, j'ai une excellente retraite. Pourquoi j'ai une excellente retraite? Parce que j'ai fini au grade le plus élevé. Mais pourquoi j'ai fini au grade le plus élevé? Parce que j'ai rendu le maximum de services à mes étudiants d'abord, et l'éducation nationale m'a récompensé par rapport à tout ce que j'ai fait. Donc, et si j'ai eu d'autres retraites aussi d'experts comptables, etc., ce qui fait que je n'ai pas besoin de travailler aujourd'hui, si vous voulez. Mais pourquoi je travaille? Parce que je paye beaucoup d'impôts. Mais pourquoi je paye beaucoup d'impôts? Parce que les travaux que je fais en plus à travers ce que je fais là me provoquent des revenus forcément qui augmentent à travers déjà ma, mon taux marginal qui n'était pas mauvais. Il est évident que je paye plein pot sur les revenus que je dégage à cette activité, mais je ne regrette pas. Pourquoi je ne regrette pas? Parce que grâce à ce que je fais là, je vis mieux. Et j'essaye d'éviter d'avoir des maladies qui sont malheureusement celles qui ont accompagné des membres de ma famille, comme Alzheimer ou Parkinson en particulier. Je pense à ma sœur cadette de 18 mois, qui malheureusement est en train de vivre des moments difficiles avec une maladie Parkinson qui lui a fait perdre 30 kilos en 3 ans, hein, et qui a aujourd'hui un poids de 35 kilos et qui lutte à fond pour vivre. Elle continue de vivre, elle était prof de français, elle continue de vivre. Et je dis que moi, j'essaye de continuer parce que le rendu que vous me rendez, vous, auditeurs, la satisfaction que j'ai d'avoir des candidats reçus, pour moi, c'est un moteur de vie. Et sans cela, j'entends que je serais certainement plus là sur la Terre si j'avais pas cette activité. Parce que, en dehors de ma famille, qui est forcément un élément formidable, ma femme surtout, qui m'aide énormément, hein, et je rappelle le PSIO, si vous voulez avoir des informations sur le PSIO, sur mon courriel, je peux vous les remettre et vous donner toutes les informations. Ça coûte pas cher, hein. Ça coûte environ 500 euros et c'est déductible au niveau d'un cabinet comptable, parce que celui qui a racheté les cartes Pio, et il y en a d'autres qui ont racheté aussi, bah, tout est déductible parce que c'est un appareil qui est un appareil de bien-être pour la productivité, l'efficacité des collaborateurs. Ça, c'est forcément évident, puisqu'on parle d'amélioration de la productivité et de l'efficacité. Donc, ces appareils coûtent environ 500 euros, mais si vous en prenez plusieurs, vous avez des modalités d'abord de paiement pour un cabinet, puis vous avez des prix plus réduits quand vous en prenez un certain nombre. Mais là, je pourrais vous fournir, je ne suis pas vendeur et ma femme n'est pas vendeur, on est simplement quelqu'un qui avons confiance à ce produit et qui avons dans la famille, mes deux fils ont Luxio, mes belles-filles bien sûr aussi, mes petits-enfants viennent quelquefois quand ils sont fatigués, ils viennent faire des psios et des amis viennent aussi faire des psios et ma femme avait 10 clients avant, mais elle a arrêté depuis 2 ans l'activité. Elle rend encore service comme aujourd'hui à travers ce que je dis, mais nous n'avons pas, on paye trop d'impôts, nous n'avons pas envie de continuer à payer autant d'impôts. Mais vous voulez dire, moi je préfère payer des impôts que plutôt pas en payer, c'est vrai, c'est important, mais quand on arrive à un certain âge et qu'on paye encore beaucoup, 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 bah, ça fait quand même réfléchir un peu. Et ma femme me dit souvent, mais pourquoi, Francis, tu continues encore? Hein, quand tu vois que quand tu fais 1 heure, tu en donnes presque une demi-heure à l'État, ça fait beaucoup, hein. Bon, bref. Bon, allez, je ne vais pas me plaindre, mais heureusement que certains ne me payent pas tous, hein. Comme il y en a beaucoup qui m'ont pas payé, même ceux qui ont été diplômés, ça m'a permis quand même d'éviter de ne pas tout déclarer. À ces gens-là qui ne payent pas beaucoup, qui ne payent pas tout, il est évident, je vais pas les remercier, mais je dois le constater que c'est pas normal pour des candidats experts comptables qui ne respectent pas les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis de moi. J'ai encore plusieurs diplômés des années précédentes, et en particulier de novembre 2025, qui n'ont rien réglé sur la vacation soutenance. C'est quand même un peu particulier. Vous allez me dire, Francis, tu es vachement gentil parce que tu as continué à les former jusqu'à la dernière journée de leur présentation et ils t'ont toujours pas payé. À vous, franchement, il y a des gars vraiment très particuliers. Bon, je vais pas continuer à me plaindre. Je vais simplement espérer que ceux qui m'écoutent auront envie de venir me rencontrer. Je rappelle mes coordonnées, Francis Tison, à outlook, pardon, @outlook.fr. Francis Tison, Francis.tison, hein, j'ai toujours Francis.tison, @wanadoo.fr et DFT minuscule, point, formation minuscule, @gmail.com et j'ai donné mon adresse WhatsApp 33
6 80 30 97 64. Vous savez qu'a priori, si j'ai pas de problème informatique, je réponds dans les 48 heures, mais quand j'ai un problème informatique, je peux avoir négligé la rapidité de mes réponses, ce qui fait qu'il y a certaines personnes que j'invite à renvoyer un courriel si jamais ils m'avaient sollicité voici quelques semaines. Là, j'ai eu une grosse panne et j'ai perdu toutes mes adresses et tous mes mails. Donc, ces gens-là qui se sentent concernés par mes propos peuvent me renvoyer un courriel ou me téléphoner et je leur répondrai le plus rapidement possible. Choisissez de préférence l'adresse Wanadoo que j'utilise maintenant le plus régulièrement possible par rapport aux autres adresses communiquées. Je vous souhaite à tous de passer un excellent dimanche. Moi, j'espère que mon équipe favorite, qui est le Racing Club de Lens au football, va gagner cet après-midi et se rapprochera à un point du Paris Saint-Germain et pourra peut-être cette année gagner la Coupe de France de football. Ce serait pour moi un moment important, moi qui est passionné de foot, comme mes fils, comme mes petits-fils, qui seront présents, eux, au Stade de Lens cet après-midi. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et au plaisir, pour ceux qui me connaissent, de vous retrouver et au plaisir avec ceux qui veulent venir me rejoindre. Et sachez que vous serez bien reçus, qui seront avec moi dans quelques jours pour travailler, pourquoi pas, au DEC, au DSCG, au DCG et au mémoire, en particulier pour préparer une très bonne soutenance. À